Les animés de maintenant sont mauvais. Pour comprendre d'où vient cette critique, faisons un court saut en arrière. L'animation japonaise n'a pas commencé avec des rendus 3D ou des budgets colossaux. Elle a grandi, tâtonné, pris des risques, inventé des narrations. À chaque époque, ses codes. Aujourd'hui, pourtant, ce sont les modes narratifs qui tiennent la barre. Des structures éprouvées, des archétypes recyclés et des formats pensés pour l'attention fragmentée d'Internet. Ce que je te propose maintenant, c'est d'explorer ces tendances. Prenons l'exemple du phénomène Isekai, ces récits où un protagoniste est projeté dans un monde parallèle, souvent médiéval fantastique, avec une épée, des pouvoirs cheatés, et pour la plupart des cas, une équipe de waifu toute prête à le suivre dans ses quêtes. Ce genre, popularisé par des titres comme SAO, a donné naissance à une avalanche de production au code bien huilé. Mais sous cette armure bien connue se cache une mécanique complexe. L'isekai ne vend pas qu'un monde, non, il vend une promesse de renaissance, d'échappatoire ultime, un si c'était moi. Pour une génération en quête de nouveaux départs, même lorsque les récits se répètent, ils restent irrésistibles, car ils parlent de nous. Chaque effet de mode a son revers. À mesure que les personnages deviennent plus lisses, interchangeables à la Kirito, les critiques fusent. Le protagoniste anonyme, dark mais cool, surcheaté mais torturé, vêtu de noir, entouré d'alliés archétypaux, devient alors un symbole de l'uniformisation. Un design pensé pour plaire à tous, quitte à ne plus marquer personne. Mais cela n'empêche pas certains titres de venir briser ce moule. Re:Zero, par exemple, lui, troque l'ultra-puissance pour la vulnérabilité et le traumatisme. Mushoku Tensei explore avec plus de nuances les dilemmes moraux et la reconstruction, tandis qu'Overlord inverse les rôles en nous plaçant dans la tête d'un anti-héros surpuissant. Ces récits ne nous vendent pas juste un monde parallèle, ils en font un terrain d'exploration psychologique, dramatique, voire parfois philosophique. Et cette richesse narrative rejaillit sur tout l'écosystème. Les personnages marquants s'imposent dans les classements de popularité, les fanarts, les cosplays et les figurines. Le manteau noir d'Ainzot Gon ou les yeux tourmentés de Subaru deviennent instantanément reconnaissables. Alors oui, l'isekai est une porte vers ailleurs, mais dans un marché saturé, seuls ceux qui osent renverser les règles laissent une empreinte. Et c'est là l'une des clés du succès durable. La singularité dans la foule, l'éclat unique dans un océan de clones, c'est ce même éclat qui transforme un simple animé en mouvement culturel. Un épisode en repère émotionnel, un protagoniste en totem générationnel. Mais derrière chaque monde merveilleux, il y a une réalité bien plus sombre, celle des studios. Car si les héros d'isekai renaissent dans des univers où tout semble possible, les créateurs, eux, doivent survivre dans un monde où tout est exigé tout de suite. Face à cette cadence infernale, les studios doivent parfois sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux, le temps de créer. Le format isekai devient donc un raccourci confortable, mais cette facilité apparente n'a qu'une pression intense, le moindre faux pas, la moindre animation bancale ou un épisode mal reçu, et c'est l'acharnement immédiat sur les réseaux. Un studio, un animateur, un réalisateur peut se retrouver au cœur d'un torrent de critiques en l'espace d'une seule nuit. La communauté, passionnée mais parfois impitoyable, oublie vite qu'un animé c'est pas que des pixels, c'est une somme de sacrifices. Et ce stress constant mine les équipes, burn-out, turnover élevé, précarité. Les artistes de l'ombre payent le prix du rêve collectif. Même les studios les plus réputés ne sont pas épargnés, certains doivent reporter, voire annuler, faute de main d'œuvre ou de souffle créatif. D'autres comme MAPPA enchaînent les projets phares à un rythme insoutenable, jonglant entre blockbusters et deadlines démesurés. Selon une enquête de la NAFCA, la moitié des salariés de l'industrie travaillent plus de 225 heures par mois, certains allant même jusqu'à 336 heures, soit plus de 12 heures quotidiennes, 6 jours sur 7 sans véritable pause. Et pourtant, beaucoup gagnent moins de 200 000 yens par mois, équivalent à environ 1300 $, alors même que certains postes touchent à peine ce montant après impôt. La structure du secteur aggrave la situation, la plupart des animateurs sont des freelancers payés à la frame et sont sous-payés à la hauteur de 200 à 700 yens par dessin, ce qui se traduit encore une fois par un salaire horaire inférieur au minimum légal. Environ 6000 animateurs sont logés dans une précarité constante, et beaucoup quittent le métier dès que la fatigue physique et mentale l'emporte. Une enquête Janica révèle que 68% se sentent mentalement épuisés et 66% physiquement. Le burn-out, les troubles anxieux ou même la dépression deviennent monnaie courante. Pourtant, malgré ces conditions, 72% des sondés déclarent vouloir continuer dans l'animation. Et je pense personnellement que ceci est dû à leur passion et leur désir de raconter des histoires. Heureusement, le gouvernement japonais commence à réagir. Une loi sur la protection des freelances entre en vigueur en 2024, qui impose alors un contrat écrit, un respect des délais de paiement et une interdiction des heures non payées. Mais face à une industrie ultra fragmentée, avec des studios majoritairement petits ou moyens, l'application de cette loi reste compliquée. Et tandis que cette industrie explose, seuls 6% des revenus export revient aux studios de production. Le reste est arraché par les distributeurs, les plateformes ou marques, laissant les artistes en marge économique. Alors quand vous regardez un animé, souvenez-vous qu'il y a des dizaines, parfois
centaines de personnes en coulisses qui ont sacrifié leur sommeil, santé et stabilité pour faire vivre ce rêve. Heureusement, le changement est en marche. Des associations comme la NAVCA, Janica ou Kyoto Animation montrent qu'un modèle différent est possible. Des salaires alignés sur le coût de la vie, des horaires cohérents, des environnements sains. Le chemin est encore long, mais il est vital si on veut que l'anime continue de renaître, non pas de surménage, mais d'une passion durable et respectueuse. Depuis le début des animés jusqu'au blockbuster d'aujourd'hui, l'animation japonaise n'a cessé d'évoluer. On est passé de simples dessins à des œuvres techniquement bluffantes qui repoussent les limites visuelles. Pourtant, une question demeure. Est-ce que ces progrès techniques suffisent à rendre les animés meilleurs qu'avant? Car au-delà de l'image, ce qui nous marque vraiment, ce sont les histoires, les émotions ou les personnages. Et ça, aucune technologie ne peut l'acheter. Et l'avenir, alors, l'industrie est à un tournant. D'un côté, on a une explosion mondiale de la popularité de l'animé, des milliards de dollars qui circulent, des fans partout dans le monde. De l'autre, on a une réalité beaucoup plus dure, des studios épuisés, des animateurs sous-payés et un système qui s'essouffle à force de tirer sur la corde. Si rien ne change, on risque d'user jusqu'au bout les créateurs qui portent cet art. Mais si l'industrie apprend à ralentir, à valoriser le talent humain derrière les écrans, alors l'animation japonaise ne fera pas que survivre, elle brillera encore plus dans les décennies à venir. Alors les animés d'aujourd'hui sont-ils vraiment mieux que ceux d'hier? La réponse n'est peut-être pas dans les images qu'on voit, mais dans la passion de ceux qui les font. L'avenir de l'animation ne dépend pas seulement des studios ou des plateformes, il dépend de nous, spectateurs, et de la valeur qu'on donne à ce travail.